e quindi io a questo punto chiamerei qui Michel Senimon, che è appunto il delegato generale dell'Associazione Europa, a fare il suo saluto. Grazie. Je vais inaugurer dans cette conférence puisque je vais commencer par parler français en étant très heureux d'être à Rome, mais en regrettant de ne pas maîtriser cette magnifique langue. Donc vous m'excuserez de m'exprimer donc en français. Monsieur le ministre de l'Administration publique, il devait être là et c'est avec plaisir que notre ONG le salue. Monsieur le Président de l'Institut national de la sécurité sociale, Monsieur le Président Fava, Monsieur le recteur de l'Université de Rome, Foro Italico, Monsieur Parisi, mon cher Gennaro, en ta qualité de premier vice-président de notre ONG et de la dimension internationale que tu sais lui donner à chaque fois, merci. Madame le procureur général de l'État, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, chers amis. Ça a déjà été dit, mais l'intelligence artificielle semble être effectivement le nouvel outil incontournable de l'action publique. Qu'il s'agisse des aides sociales, de surveiller la population dans l'espace public ou de communiquer avec les usagers sur Internet, nos autorités publiques utilisent manifestement de plus en plus l'intelligence artificielle. En France, c'est quand même 908 millions d'euros du plan France Relance qui viennent d'être dédiés à la transformation numérique des services publics, prenant notamment la forme d'un recours croissant à l'intelligence artificielle. Il est clair que les potentialités de l'usage de l'intelligence artificielle et notamment des IA génératives, ce qu'on appelle les machine learning, expliquent leur essor dans les services publics, mais il ne faut pas en négliger néanmoins les risques, en particulier pour les libertés fondamentales, qui ne doivent pas être sous-estimés. C'est ce que d'ailleurs vous avez choisi et nous avons choisi de traiter aussi en essayant d'appréhender les règles qui devront être adoptées tant au niveau national, européen, pour encadrer cet outil dont les potentialités, on vient de le dire, galopent. Les opportunités, vous l'avez dit déjà, en termes d'IA sont multiples. Du côté de l'administration, il est évident que cela va permettre de soulager les agents du service public en leur évitant des tâches répétitives. En plus d'accélérer le temps de la décision, l'automatisation permet d'assurer surtout une meilleure allocation des moyens matériels humains en les dédiant à des tâches que les algorithmes ne peuvent pas traiter. Du côté des usagers, l'IA peut s'avérer précieuse pour prendre des décisions plus adaptées à chaque situation par l'exploitation massive de données. Grâce au profilage, on le sait, l'IA peut permettre de mieux cibler des populations précaires, par exemple en leur attribuant des aides plus adaptées. On le voit, l'IA permet en somme de mieux appréhender les réalités économiques et sociales. En ce sens, on voit qu'elle est un puissant levier d'amélioration des politiques publiques par les connaissances qu'elle produit. En tant qu'outil d'aide à la décision et à l'action publique, l'IA offre des fonctionnalités variées. Elle va permettre de déterminer aussi l'accès aux droits des services publics. En France, France Travail utilise un système d'IA pour déterminer l'éligibilité des chômeurs à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi. C'est un outil aussi efficace pour le ministère des Finances de lutter contre la fraude fiscale, puisque l'IA permet aussi à l'administration de mieux cibler, soyons pudiques, quelques anormalités. Aujourd'hui, l'IA générative est même expérimentée pour aider les agents dans la rédaction des réponses en ligne aux usagers. Elle est également utilisée pour accroître l'efficacité de la gestion des services et des territoires, comme en témoigne l'avènement des Smart Cities qui ambitionnent d'améliorer les infrastructures et les services urbains, mais aussi la qualité de vie des citoyens. On le voit, les potentialités sont immenses, mais les risques ne le sont pas moins en termes de menaces sur nos libertés fondamentales. Un risque d'atteinte à la vie privée d'abord, car on sait que l'IA permet une identification directe des personnes dans l'espace public, comme c'est le cas pour la reconnaissance faciale. Son déploiement impacte aussi les libertés d'aller et venir, la liberté d'expression, de manifestation et de conscience, lorsqu'on sait que la préservation de ces libertés publiques exige la préservation de l'anonymat qui est essentiel pour que ces libertés puissent s'exercer librement dans l'espace public. En outre, il faudra être vigilant sur le fait que les systèmes d'IA
ne présente pas des biais discriminatoires qui conduiraient à stigmatiser certaines populations plus surveillées que d'autres. À ces risques sur les libertés fondamentales ne doivent pas être négligés les risques en termes d'environnement numérique, risques accrus de cyberattaques, coûts énergétiques croissants de l'exploitation de l'IA, pour ne citer que ces deux-là. Alors si, oui, allons de l'avant sur l'intelligence artificielle, essayons de définir un outil au service de l'intérêt général pour gagner non seulement en efficacité, mais peut-être aussi en préservant l'humanité, la proximité. Et il faudra donc s'apprendre à mieux connaître, mieux maîtriser cette technologie, ses usages concrets, ses limites et ses risques. C'est ce que j'appelle les conditions d'une IA publique de confiance, respectueuse de nos valeurs démocratiques, protectrice de nos droits et libertés des individus et peut-être aussi sans compromis quant à notre souveraineté. C'est pourquoi la prise de conscience de la nécessité et de l'importance d'encadrer l'utilisation de l'IA est déterminante. Et c'est pourquoi, cher Gennaro, Europa, à tes côtés, est fier d'avoir eu l'honneur de participer à l'organisation de cette conférence en y essayant d'introduire une touche d'analyse comparée au niveau européen. Pour ceux qui ne le sauraient pas, et je me doute que vous êtes nombreux, la richesse et l'originalité de notre ONG, c'est qu'elle réside dans un réseau d'experts qui, au fil des années, a su se constituer autour d'universités, d'administrateurs et de praticiens en provenance de 20 États de l'Union européenne. Quelques-uns d'entre eux sont présents aujourd'hui et vous les entendrez dans les différentes tables rondes. Permettez-moi alors simplement de saluer mes amis bulgares, espagnols, finlandais, français, qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette belle aventure. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence et de travaux extrêmement fructueux et je vous remercie.